Aucun secteur de l'économie suédoise n'a été épargné par les réformes. En 15 ans, un poste de fonctionnaire sur 5 a été supprimé. À Stockholm, tous les transports publics ont été privatisés, les bus, le train, le métro. Même la poste a été soumise à la concurrence. La Suède a été le premier pays au monde à casser le monopole de la distribution des lettres. On achète ces timbres dans les supérettes, les marchands de journaux ou les stations-service. À l'origine de cette révolution libérale, un homme de gauche. L'ancien Premier ministre social-démocrate Göran Persson. Les réformes qu'il a entreprises ont porté leurs fruits. La Suède est aujourd'hui le deuxième pays le plus compétitif au monde, mais elle revient de loin. À cette époque, nous étions dans la même situation que la Grèce aujourd'hui. Une situation que la France connaîtra bientôt si vous ne réagissez pas. Nous n'avions pas le choix. Nous devions réduire drastiquement les dépenses et aussi augmenter les impôts. Mais nous avons réussi à redresser l'économie en 3 ans. Comment avez-vous fait? Vous vous êtes levé un matin en disant aux Suédois, écoutez, on va fermer tous les bureaux de poste, on va couper ici ou là. Comment ça marche? Cela ne marche que s'il y a une vraie prise de conscience de la crise dans la population. Si tout le monde pense qu'on peut continuer comme avant, alors vous ne pouvez rien faire. Vous avez besoin d'une prise de conscience de la crise, comme ils l'ont en Grèce en ce moment, et comme vous l'aurez bientôt en Italie, en Espagne, en France ou au Royaume-Uni. Alors vous pouvez agir, mais c'est une période très courte, le moment favorable. Si vous ne le saisissez pas, c'est fini. Nous, on l'a fait et je suis devenu le politicien le plus détesté de l'histoire de Suède. À cette époque. Oui, à cette époque. J'ai réduit toutes les allocations, augmenté tous les impôts. Nous avons privatisé des services publics historiques que les gens tenaient pour acquis. Mais on l'a fait, et nous avons eu de bons résultats. Et ensuite, l'économie est repartie, la croissance est revenue, le chômage a baissé, et les gens ont dit « ça marche ». Et ainsi, on a pu sauver notre modèle économique et social, dont le but est l'égalité entre hommes et femmes, l'égalité entre les différentes régions du pays. Avez-vous fait des erreurs dans la façon dont vous avez réformé le pays? On commet toujours des erreurs, mais on se doit d'obtenir des résultats dans le domaine fondamental qu'est la restauration des finances publiques. Pour recouvrer la souveraineté nationale, c'est ça qui est important. Prenez le cas de la France par exemple. Vous alourdissez votre dette avec des déficits répétés. Vous ne pourrez pas continuer comme cela longtemps. Bientôt, vous verrez que vous serez puni par le marché. Et le marché va vous obliger à faire des choses. Et vous vous retrouverez dans la situation que nous avons connue face aux jeunes investisseurs des États-Unis. C'est à eux que je devais emprunter de l'argent pour financer notre secteur public. Et ils ont commencé à me poser des questions sur nos allocations chômage et d'autres allocations diverses. Et j'ai réalisé soudain que c'était eux qui tenaient les manettes et pas le Parlement suédois. Ceux qui sont endettés ne sont pas libres. C'est valable pour les individus, pour les familles, pour les entreprises et aussi pour les États. Il faut le comprendre et particulièrement dans une économie mondialisée. Donc vous diriez que les dirigeants français et européens sont trop timides avec leurs réformes? Oui, ils le sont, parce que qu'ont-ils devant eux? La question des retraites. En France, par exemple, vous devez réformer votre système de retraite. Si vous ne le faites pas, vous aurez un conflit permanent et de plus en plus important entre les retraités et les actifs qui cotisent pour les pensions. Et si j'ai un conseil pour mes anciens collègues, faites-le le plus vite possible.
avant qu'une majorité de l'électorat ne dépasse la cinquantaine. Et c'est ce qui pend déjà au nez de certains pays. Sinon, ce sera trop tard. Oui, ce sera trop tard. Vous n'avez pas besoin d'être un génie pour comprendre que dans une campagne électorale, les 50 ans et plus, si vous leur annoncez une réforme des retraites, vont espérer une augmentation des pensions. Alors qu'honnêtement, on doit les baisser. Mais les politiciens français vous expliqueront que leur opinion publique ne l'acceptera pas. Non, c'est pourquoi vous devez convaincre l'opinion publique. Et si vous n'y arrivez pas, le marché et l'économie mondialisée vous puniront. Et vous serez acculés comme nous l'avons été au début des années 90. En dehors de l'économie, il y a beaucoup de questions de société, de domaines dans lesquels la Suède peut être une source d'inspiration. Prenez la question de l'immigration, par exemple, qui fait tant débat chez nous aujourd'hui. Eh bien, là encore, l'approche suédoise est radicalement différente. Reportage de Jérôme Tournier et Marie Cazot. À Södertälje, il y a une ambiance de feu pour le match de l'année. C'est jour de derby entre les deux clubs assyriens du championnat. Dans les tribunes, pas de Vikings aux yeux bleus. Tous les spectateurs viennent du Proche et du Moyen-Orient. Des chrétiens forcés à l'exil, fiers de leurs racines. Nous n'avons pas de pays. Alors pour nous, l'équipe, c'est un moyen d'affirmer notre identité au monde entier. Voilà, c'est très important. Les joueurs des deux clubs, comme leurs supporters, viennent de Turquie, de Syrie ou d'Irak. En Suède, il n'y a aucun obstacle pour admettre des équipes communautaires dans le championnat national. C'est comme si demain on jouait le sud de la France contre le nord de la France. Mais on dit qu'on n'est pas pareil. Ça existe qu'ici, la Suède les a accueillis, les laisse, franchement c'est impressionnant. Comme je pense qu'en France ça ne pourrait jamais se produire. Ce soir-là, ce fut un beau match, avec de la passion et de l'engagement. Mais au coup de sifflet final, pas de débordement ni de violence. Une véritable fraternité unit les membres de la communauté assyrienne, parfaitement intégrée à son nouvel environnement. Södertälje, une ville moyenne au sud de Stockholm, connue dans toute la Suède comme la ville de l'immigration. Près de la moitié de sa population est d'origine étrangère. À une époque, la petite municipalité est même devenue célèbre pour avoir accueilli sur son sol plus de réfugiés irakiens que les États-Unis et le Canada réunis. Voici le centre commercial du quartier Rona, qu'on appelle aussi le Petit Bagdad. Le Petit Bagdad, un quartier qui a tout du Moyen-Orient. Bonjour Gab, comment ça va? Tu vas bien? C'est ici que la famille de Thomas est arrivée à la fin des années 60. À l'époque, la Suède a ouvert ses portes à sa famille, comme à des milliers d'autres familles chrétiennes de Turquie et de Syrie, victimes de persécutions. Je vous présente ma tante préférée, Faïma, et oncle Nouman, son mari. La tante Faïma et son mari ont eu 6 enfants, pratiquement tous mariés comme le veut la tradition. Aujourd'hui, ils vivent toujours dans l'appartement que leur a donné le gouvernement à leur arrivée. On a été très bien accueillis. Les Suédois ont pris soin de nous. Tout ce dont on avait besoin, ils nous l'ont donné. Lorsqu'on entrait dans un bus, les gens se levaient pour qu'on puisse s'asseoir, même si on était nombreux. On a vraiment été très étonnés de voir tout ce qu'ils ont fait pour nous. C'est un miracle, oui, un miracle. On n'oubliera jamais ça. Un miracle, ou plutôt la volonté du gouvernement,
qui développe une politique d'intégration très généreuse, avec comme priorité l'apprentissage du suédois. Et cela, quel que soit le pays d'origine. Scotland, Ecuador, Thailand, Iran, Morocco. China. Tout résident étranger a droit à 3 ans de cours de suédois gratuits, à raison parfois, comme pour cette classe, de 4 heures par jour. Ce programme inauguré il y a plus de 40 ans a fait ses preuves. Et même s'il a encore coûté plus de 160 millions d'euros en 2009, plus personne ne se demande si cela est justifié. C'est important pour que les gens puissent trouver un emploi avec un bon niveau de qualification. Et aussi pour qu'ils puissent s'intégrer à la société suédoise. C'est curieux de poser une telle question. Pour nous, c'est tellement évident. Oui, mais si on veut comparer avec la France, par exemple, il n'y a pas de cours de français systématiquement offerts gratuitement pendant 3 ans à tous les nouveaux arrivants. C'est une façon de faire bizarre. C'est très bizarre pour moi. Je trouve ça vraiment étrange. Mais pour ceux qui, comme Zamzam, sont pris en charge par l'État, c'est donnant-donnant. Zamzam doit suivre les cours, sinon on lui coupe les vivres. En tant que réfugiée politique, Zamzam bénéficie d'un système particulièrement généreux. Intégralement prise en charge, elle a droit au transport en commun gratuit, mais aussi à un logement dans cette banlieue de Stockholm à forte population immigrée. Elle bénéficie en outre d'une allocation de 11 € par jour pour se nourrir et de la gratuité des soins. Comme tout immigrant, au bout de 3 ans de résidence, elle pourra aussi voter aux élections locales. Zamzam est arrivée de Somalie en 2008. Elle a choisi la Suède sans hésitation, parce que c'est le pays qui a la réputation d'offrir les meilleures conditions d'accueil au monde. Ce que je pense du système, pour moi, il est parfait. Car si on disait aux gens qu'ils ne peuvent pas trouver de logement, ni travail, ils s'entretueraient, se mettraient à voler et à braquer des banques. Le taux de criminalité serait plus élevé. Ce système évite aussi, je pense, que les communautés se replient sur elles-mêmes. Si vous avez un travail, c'est mieux, vous avez plus d'argent, vous pouvez vivre plus dignement que si vous touchez les allocations. Mais si vous ne trouvez pas de travail, ce système fonctionne combien de temps? Pour toujours. Il n'y a pas de limite. La Suède n'a qu'un peu plus de 9 millions d'habitants, mais c'est le pays d'Europe qui reçoit le plus de réfugiés par rapport à sa population. Le visage du royaume change. Aujourd'hui, près de 15% des habitants sont des étrangers. Si la Suède est devenue si accueillante, c'est sûrement parce qu'elle-même a connu les heures douloureuses de l'émigration. Entre 1850 et 1930, quand le pays avait faim, plus d'1 million de Suédois, environ un quart de la population de l'époque, est parti vers l'Amérique du Nord. Et puis, il y a la mauvaise conscience. Pendant la Seconde Guerre mondiale, quand Hitler s'en prend aux démocraties européennes, le royaume suédois choisit de rester neutre. Mais il ne se prive pas de commercer avec l'Allemagne nazie. Il fournit une bonne partie du minerai de fer nécessaire à l'industrie du Reich. La Suède évite donc la guerre et les destructions. Après l'armistice, paradoxalement, elle sera même l'une des bénéficiaires du plan Marshall. Car ces usines, toujours debout, tournent à plein pour aider à la reconstruction de l'Europe. Bientôt, les ouvriers suédois ne suffisent plus, alors on accueille à bras ouverts des flots de main-d'œuvre étrangère. Les hommes viennent d'Europe dans un premier temps. Dans les années 70, ils arrivent du Moyen-Orient et d'Amérique latine. Aujourd'hui, ils viennent d'Afrique. Actuellement, chez Scania,
40% des employés sont des immigrés. Une main-d'œuvre très recherchée par le célèbre constructeur de camions suédois. Si vous prenez deux personnes de deux cultures différentes, elles cumulent plus de connaissances que deux personnes de la même culture. Pour nous, en tant que constructeurs de camions, c'est très simple. Si on veut rester compétitif, on a besoin du maximum de connaissances. Voilà pourquoi on a besoin d'eux. Et que serait Scania sans les immigrés? Scania n'existerait pas. L'immigration irrigue tout le tissu économique en Suède, et pas seulement les grandes entreprises. Des milliers de PME ont été créées par les immigrés ou leurs enfants. C'est le cas de la famille Barresso, qui a ouvert 6 salons de coiffure et 5 cafés-restaurants, dont certains se trouvent au cœur du quartier le plus chic de Stockholm. Ici, Thomas a même lancé un nouveau concept. Là, vous avez le café et juste à côté, le salon de coiffure. Un combiné café-salon de coiffure. Chez les Barresso, les employés viennent du monde entier. Alors là, c'est l'espace principal du salon. Et voici Nuna, une Russe arménienne. Arménienne. Carlotta, dis bonjour. Carlotta, elle, est suédoise. Et toi, Faro, tu es de Perse, c'est ça? Ah ouais, d'Iran. Et par cette porte, on accède directement au café. Comme ça, si des clients ont faim, ils veulent un sandwich ou un cappuccino, pendant qu'on est en train de leur faire une couleur, eh bien on passe directement par là pour les servir du mieux possible. À l'heure du déjeuner, dans le café-restaurant, c'est le rush. Comme vous le voyez maintenant, beaucoup de gens apprécient notre cuisine, parce que c'est un mélange très agréable. Thomas aime cultiver la mixité. Lui, c'est un Italien, et lui, un Chaldéen d'Irak. Il emploie aussi, bien sûr, des Suédois de souche. C'est sa façon aujourd'hui de rendre à la Suède ce qu'elle lui a donné. La Suède vous donne beaucoup de liberté. Liberté de travailler, d'entreprendre, c'est sans problème. L'enfant d'immigrés est devenu un vrai Suédois, fervent partisan de la tolérance. Tout le monde devrait avoir sa chance. Qu'il s'agisse de trouver un travail, d'être sélectionné pour un entretien, d'avoir la chance de pouvoir faire quelque chose pour la société. On ne peut pas juger les gens sur la couleur des cheveux ou sur leur race. C'est comme ça. En terre viking, dès le plus jeune âge, tout est fait pour favoriser l'intégration. À l'école, les enfants d'immigrés ont le droit d'apprendre la langue de leurs parents gratuitement, aux frais de l'État. Ce droit est inscrit dans la loi. Là, c'est la classe d'arabe. Dans cet établissement, on n'enseigne pas moins de 19 langues. Et voici la classe de turc. Ici, la pratique des langues étrangères ne fait pas peur. Au contraire, elle est considérée comme un bien précieux qui aide les enfants à mieux structurer leurs pensées. Algérien, Nabil lui enseigne le français. À l'école de Rinkeby depuis 16 ans, il mesure les efforts du gouvernement pour favoriser l'intégration. Ici, le gouvernement met le paquet. Par exemple, le salaire des professeurs est plus élevé dans des quartiers comme Rinkeby. Et c'est pour pouvoir recruter des professeurs avec beaucoup d'expérience. Parce que nos élèves ont besoin de beaucoup d'aide. Et je crois qu'en France, c'est pas la même chose. Je crois qu'en France, c'est les professeurs les moins expérimentés qui travaillent dans les endroits les plus difficiles. La Suède mise sur les différences qui partout s'affichent librement, même à la cantine. Voilà, Haïfa, c'est notre cuisinière qui est libanaise. Ici au menu pas de porc, en revanche des plats halal pour les musulmans. On respecte les musulmans comme on respecte enfin, toutes les nationalités, quoi. Et même le voile, par exemple, ici en Suède, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, vous voyez les enfants qui ont le voile, c'est-à-dire, pourquoi causer des problèmes là où il n'y a pas? L'islam est en pleine expansion en Suède.
avec 165 mosquées et lieux de culte, 2 fois plus qu'il y a 20 ans. Assorti aux couleurs du drapeau, dans le plus grand magasin Ikea du monde, on a même créé un uniforme intégrant le voile. Mais ce n'est pas tout. Fin 2008, à la télévision suédoise, la Suède, c'est bien, mais tout n'est pas bien en Suède. on a vu 3 jeunes musulmanes voilées aux commandes d'une émission à 1 heure de grande écoute. Det är vår tur nu. Det här är vårt program om Sverige. Halal, quand nous faisons de la télé, c'est forcément halal. Halal TV, une émission créée pour montrer quel regard portent de jeunes musulmanes suédoises sur leur société. L'occasion de souligner les contrastes et de pointer la réalité qui dérange, souvent au-delà des apparences. Au tribunal de Stockholm, nous retrouvons Sherin, une des anciennes présentatrices, aujourd'hui avocate. Au quotidien, elle se bat contre des préjugés coriaces. Quand je vais au tribunal, régulièrement on pense que je suis la cliente, pas l'avocate. Mais pas question pour elle de plaider sans voile pour gagner une hypothétique respectabilité. Le port du voile est un droit en Suède, que cela plaise ou non. Porter le voile ne fait pas partie de la culture suédoise. Aujourd'hui, ce n'est pas perçu comme un banal code social. Mais pour moi, le voile a toujours été quelque chose d'important. C'est pour ça que j'ai commencé à le porter. C'est un combat pour beaucoup de musulmanes. Avec l'islam, la Suède est confrontée à un dilemme. Comment concilier la tolérance religieuse avec le droit des femmes et l'égalité entre les sexes ? Pour l'écrivain Carl Hamilton, il est impératif de maintenir les règles communes de vie en société. Je souhaite que les immigrés ou ceux qui sont nés en Suède de parents immigrés fassent partie de la société suédoise, qu'ils deviennent suédois. Bien sûr, pas de manière passive naturellement, mais en influençant la société, en la colorant, en apportant leurs traditions, leur religion et leur façon de voir la Suède. Et cela dans le cadre d'une société démocratique, ouverte et laïque. On ne peut jamais accepter des traditions contraires aux droits de la femme. On ne peut jamais accepter des traditions en contradiction avec la société laïque qui prévoit que la religion doit rester dans le domaine de la vie privée. S'il n'y a pas de limite à la tolérance, bientôt, il n'y aura plus aucune tolérance. La Suède commence à connaître des tensions inquiétantes. Autour de la mosquée de Haninge, dans la grande banlieue de Stockholm, les agressions se multiplient. Depuis qu'on a inauguré la mosquée en juillet 2004, on a subi des actes de vandalisme, des vitres brisées à 4 ou 5 reprises. La police a fait une enquête, mais on ne sait pas d'où ça vient. On est regardé différemment quand on est musulman ? Ouais, parce qu'ils n'ont pas comme les Français par exemple, ils ont l'habitude des musulmans en Suède. En Suède, ils n'ont pas fréquenté les musulmans. Je crois que c'est pourquoi ils ont peur. Les gens d'extrême droite ont essayé de brûler ma maison, mais je ne me suis pas senti menacé, je suis passé à autre chose. Ils ont voulu la brûler ? Oui, la police est venue. Ils ont essayé de mettre le feu, mais par chance, elle n'a pas brûlé. Ils ont même essayé de faire plein de choses négatives dont je n'ai pas envie de parler. Mais c'est un fait. Tout le monde a lu ça dans le journal. Régulièrement, on assiste à des flambées de violence. La mosquée de Malmö, la ville de Suède avec le plus fort taux de musulmans, est incendiée à 3 reprises. En mai dernier, c'est ce dessinateur suédois, auteur d'une caricature de Mahomet, qui est violemment pris à partie par un auditoire à majorité musulmane. Des événements qui ternissent l'image d'une Suède consensuelle et que l'extrême droite ne manque jamais d'exploiter. Fin 2009, son leader déclarait au plus grand quotidien national « Les musulmans sont la principale menace pour notre pays ». Avec la crise économique, le chômage a grimpé en Suède. Dans certaines banlieues à forte concentration d'immigrés, il atteint parfois 70%. Aussi, dans la population,
des interrogations surgissent. Il ne faut pas être un fardeau pour la société. C'est très important qu'on veille à ce que les gens qui viennent ici aient une activité. Les politiques doivent faire en sorte que l'immigration ne devienne pas une menace. Lorsque l'immigration a commencé, on aurait dû procéder différemment. Peut-être ne pas laisser les portes grandes ouvertes, mais plutôt commencer par bien s'occuper de ceux qui étaient déjà là. Aujourd'hui, il y a de la ségrégation. Les gens sont confinés dans des quartiers autour de Stockholm, de Malmö et de Göteborg, où il y a des problèmes. Dernier événement en date, en juin dernier, l'incendie volontaire de l'Académie de Rinkeby, un bâtiment public destiné à l'insertion des jeunes dans une banlieue où se côtoient plus de 100 nationalités. Le gouvernement suédois a tout de suite réagi, dépêchant sur place 3 ministres. Officiellement, on se refuse à parler de tensions raciales. Bien sûr, tous les incendies ont une cause, mais ce n'est pas nécessairement lié aux questions d'intégration. Si le gouvernement tente d'apaiser l'opinion, un drôle de vent souffle sur la Suède. À se demander combien de temps et à quelles conditions ce pays pourra continuer sa politique de la main tendue. Dans une semaine, les Suédois sont appelés à élire leurs députés. Les succès économiques du gouvernement de droite au pouvoir depuis 2006 donnent au Premier ministre Fredrik Reinfeldt une bonne chance d'être reconduit. Même si l'émergence d'un parti d'extrême droite et un débat tendu sur la question des impôts parmi les plus lourds du monde peuvent brouiller les cartes. Le titre de notre émission, c'est « Les Français doivent-ils copier les Suédois ?» Vous répondez quoi? En fait, vous ne pouvez pas régler vos problèmes avec les solutions des autres pays. Mais on peut être humble et s'inspirer des autres expériences. Par exemple, en ce moment, dans le débat électoral suédois, on se demande comment mieux intégrer les immigrés. Et on regarde quelques-unes des solutions proposées par la France. Alors oui, nous pensons que nous avons un bon modèle, mais on doit sans cesse le moderniser. Quelle que soit l'issue du vote dimanche prochain, le modèle, lui, ne craint pas grand-chose. Les 9 millions de Suédois y sont profondément attachés. Et à voir le nombre de gouvernements étrangers qui envoient des délégations en mission d'observation, le laboratoire suédois suscite l'intérêt bien au-delà de ses frontières. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers la Suède et à travers ce modèle que de très nombreux pays regardent fonctionner avec un peu de jalousie. Merci à Patrick Boité qui a préparé cette émission et à Nicolas Maupied qui l'a réalisée. Nous nous retrouverons au mois de décembre très loin de la Suède, à l'autre bout du monde, en Corée du Sud. Et d'ici là, gardez un œil sur la planète. Bonsoir. Nous avons joué notre vie ensemble, et puis un beau jour, la chance a tourné, on finira par la partie ensemble, et chacun s'en va, seul de son côté. Bravo, tu as gagné. Et moi j'ai tout perdu. On s'est tellement